Hey, salut toi. Est-ce que tu vois cette couverture de livre qui gigote? Je pense que oui. Sinon, sache qu'il s'agit du livre d'un homme qui a fait front à une institution inique pendant près de 30 années. Et aujourd'hui, j'aimerais t'en parler. Extrait directement de ce que j'ai pu griffonner en faisant le résumé du livre d'Ernest Pardoe, le politique, dans ses parts actuelles, s'entremêle tant de la xénocratie d'argent qu'il n'a plus à mes yeux une réelle valeur. D'ailleurs, à celle d'Ernest Pardoe non plus, je le subodore fortement. Alors quand cette ingérence descend dans le juridique, pour pervertir le judiciaire et in fine la justice, oui, entre parenthèses, évidemment, que peut-on bien en attendre? Quand ce triptyque infernal de caste financière, de politique et de gens judiciaires s'entremêle, vos droits n'ont presque plus aucune valeur, si bien que si vous touchez la corde sensible, votre réduction au silence ne tardera pas à pointer le bout de son nez. En somme, la République bananière porte bien son nom. Découvrons très succinctement un bout du livre de la supercherie judiciaire d'Ernest Pardoe, que j'ai résumé pour vous en 2 temps. Un petit résumé si le temps vous manque, et un plus long si vous avez quelques minutes à tuer. En espérant qu'il vous apporte de quoi alimenter vos discussions, avec des arguments solides je l'espère. Le sujet du jour, la manne du secteur public, éternelle vache à lait des mafias de notre état frelaté. Bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas mon travail, je suis un lecteur passionné d'œuvres hétéroclites, et depuis plus d'1 année, je fais un bout de chemin sur YouTube pour vous fournir des résumés synthèses de ces dernières. Voici en quelques images ce que j'ai déjà produit. Nous pouvions donc constater sur la dernière vidéo, qui se prénommait la Manus Injectio, l'art de la spoliation, qui n'était jamais très éloigné de l'esclavage et ou du servage. Et nous pouvions aussi voir que les magistrats, entre eux, se rendraient plus des services, plutôt que des arrêts, comme la loi le prévoit. Ainsi qu'une vidéo sur Xavier de Hautecloque. Place à la vidéo du jour, avec les résumés synthèses en 5 points. Si toi aussi tu ne souhaites pas perdre plus de ton temps à regarder le contenu en entier, car tu sais, tu as une vie de famille, que tu as l'emploi du temps d'un ministre, voilà ce qu'il ne faut pas louper de la vie. En partant des écrits de Douglas MacGregor, l'auteur a voulu nous démontrer que certains êtres humains étaient réceptifs à l'assistanat. Et quelque part, je dirais que nous sommes tous sur différents points, sur différents degrés similaires, un peu assistés. Ce n'est pas péjoratif, car nous ne pouvons pas vraiment tout faire dans la vie. Nous avons besoin du social, et pas du isme. Le lien entre cela et l'art de la spoliation réside dans notre capacité à dire oui ou non à la dite spoliation. Donc à vouloir être dans l'action de nos choix, en gros les assumer. Un exemple de la dite spoliation pour le politico-financier peut s'expliquer par l'établissement de factures sans vente. Dans la suite de ces factures sans vente, si en tant qu'entrepreneur ou citoyen qui constate, vous apercevez la mention, je cite, fournisseur d'État, vous pouvez être presque certain qu'il cherchera la garantie de fonds quasi limités. Fonds pris sur vos impôts, taxes, etc. Si le cœur vous en dit, observez l'affaire d'Antoine Vidal, dit l'auteur, qui en créant un mouvement d'émancipation du nom de comptoir des paysans, s'est vu être freiné par la horde, prête-nom d'une caste qui ne souhaite pas de concurrence. Le livre de Michel Crozier, La société bloquée, analyse en profondeur le phénomène. Je vous recommande donc de vous le procurer. Pour reprendre un livre du même auteur que je vous présente, Le formel et l'informel, si je ne m'abuse, mais faites vos recherches, c'est peut-être une assertion. Pourtant il en fait mention dans son livre et dans ses vidéos, mais je n'ai pas réussi à le retrouver. Un autre personnage du nom de Michel Godet le décrit le 13 octobre 1970. En substance, il dira que la France ne manque pas de bonnes idées, mais qu'il faut avoir du courage pour s'attaquer aux mouvements institutionnels qui les freinent. Franz Kafka dira la même chose dans Le procès, que je subodore être un livre. Il parlera ainsi de cette sphère autour du juge qui représente la meute. Si vous entreprenez que le succès arrive, vous aurez affaire aux deux, la horde politico-financière et la meute juridique-judiciaire. Dans l'exemple, il fut enterré. J'espère que ce n'est qu'une figure de style. Pour continuer dans l'exemple par la preuve que peuvent ressentir les sinistrés, parlons donc du livre d'Antoine Godino sur la mafia des tribunaux de commerce. Entre copains, on demande à retirer des dossiers des mains des juges qui ne nous sont pas acquis.
Il rappelle aussi le jacobinisme rampant. Pour finir sur une note salée, le Lyon Mag numéro 140 d'octobre 2004 nous apprend qu'un mandataire judiciaire de Chalon-sur-Saône était chargé par le tribunal de commerce de gérer des entreprises en faillite et de prélever des honoraires. Sauf qu'il a prélevé des honoraires excessifs et il a refusé de rendre l'argent et même de rendre des comptes. Et bien plus encore. Il était intouchable. Pour le récapitulatif rapide, nous avons: l'art de la spoliation réside dans notre capacité à dire oui ou non à la dite spoliation. La mention fournisseur d'État peut vouloir dire détournement de fonds publics pour la dite entreprise. Il faut du courage pour s'attaquer aux institutions qui freinent les bonnes idées. Il y a une sphère entourant les juges, qui représente la meute. Et entre copains, on demande à retirer des dossiers des mains des juges. La manne du secteur public, éternel vache à lait des mafias. Depuis quelques grands titres, on comprend que l'auteur porte un regard attentif sur la capacité du cerveau à se maintenir dans un état où le moindre effort est calculé. C'est donc dans la direction de l'art de la spoliation que le politico-financier a caractéristique à produire du faux pour demander du vrai, comme par exemple des factures sans vente. Pas besoin de s'embêter à trouver, à chercher ou encore à convaincre. Les vaches à lait que sont les citoyens pourvoiront à leurs besoins. Pour faire court, si vous avez affaire à une entreprise dite fournisseur d'État, vous pouvez avoir de sérieux doutes sur le dirigeant, qui cherchera à tout prix la garantie de l'État qui lui permettra un financement presque continu. À vos frais, bonnes gens. Pour entrevoir leur façon de procéder, un peu comme un enquêteur, on peut citer Antoine Vidal, qui a souhaité émanciper les producteurs par l'aventure du, je cite, comptoir des paysans, en leur proposant de la vente directe. Et tout comme à l'instar de celui qu'on critiquait de vendre des jus de légumes. Je sais pas si vous vous souvenez de son nom, moi j'ai un petit doute. L'objectif est de sortir du monde affairiste pour proposer aux plus démunis des solutions pour leur portefeuille. Ernest Pardo nomme l'événement qui mettra à mal leur existence par le doux mot de horde. Elle foncera donc, telle une armée d'archidémons, ne lui laissant que peu de répit. Pour approfondir le sujet, le livre de Michel Croisier, La société bloquée, analyse les principaux mécanismes des immobilismes qui empêchent la France d'avancer. Il dit en substance que notre beau pays est encore tenaillé par des phénomènes d'accaparement, d'entente, de concurrence et de restriction. En soi, la République laïque affairiste bananière permet à ce closet shop de prospérer. Si vous ne faites pas partie de la caste, prière d'éviter de grandir en tant qu'entreprise, voyons. Les nouvelles initiatives sont donc très mal perçues. Le formel et l'informel cohabitent au cœur de l'appareil d'État. Michel Godet, titulaire de la chaire prospective industrielle du CNAM, le décrit le 13 octobre 1970. Il dit en substance que la France ne manque pas de bonnes idées, ni d'argent ou de compétences, mais qu'il faut avoir du courage pour s'attaquer aux comportements institutionnels qui les freinent. Franz Kafka, dans Le Procès, parlera ainsi de cette sphère autour du juge, qui représente la meute. Quand l'homme entreprend sans vouloir entrer dans le moule de la horde politico-financière, une aventure d'entreprise, il se rend compte de l'obstacle. Il décide donc d'intenter des procès. Il passa alors de la horde à la meute, qui l'enterrera une bonne fois pour toutes. Et là, est-ce que vous comprenez peut-être maintenant un peu mieux le ressentiment que peuvent avoir les sinistrés de la justice quand ils cherchent des moyens de défense anti-légale? Par la hiérarchie des normes peut-être, ou par le fait que la partie législative du CGI eût été faite par décret. Pour les impôts évidemment, etc. etc. Plus loin, l'auteur parle du roman de Balzac sur l'histoire de César Birotteau, que je vous laisserai découvrir. L'un des meilleurs exemples, je dis bien l'un des meilleurs, est celui extrait du livre d'Antoine Gaudinot, intitulé « La mafia des tribunaux de commerce », où, entre copains, on demande à retirer des dossiers des mains des juges qui ne nous sont pas acquis en formulant une lettre qu'on enverra au Premier ministre. Évidemment que ce soit de droite comme de gauche, l'éternel clivage qui divise continuellement la société est toujours présent. L'auteur rappelle aussi ce jacobinisme rampant. Dans une affaire parue dans le Lyon Mag numéro 140 d'octobre 2004,
On y apprend qu'un homme du nom de Jean-Yves Aubert était mandataire judiciaire à Chalon-sur-Saône. Il était chargé, par le tribunal de commerce, de gérer les entreprises en faillite. Mais que nenni, il exploitait des failles pour prélever des honoraires excessifs, refusait de rendre de l'argent et même de rendre des comptes. Il a bâti une fortune en détruisant des entreprises. Et là, on n'est pas très loin, mais est-ce que vous vous souvenez quand je vous parlais du ressentiment des sinistrés de la justice, cherchant des failles dans le système législatif? C'est bien de ce ressentiment que je parle. En lisant l'œuvre de Pardo, vous comprendrez la suite de l'histoire. Mais ces hommes étaient, à Chalon-sur-Saône, intouchables. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment expliquer. Ne parlons même pas du procureur de l'époque, qui n'a évidemment rien fait. L'agent judiciaire ne va tout de même pas mordre la main qui l'a nourri, et les avocats n'attaqueront pas ceux qui les paient. Cette vidéo étant maintenant terminée, j'espère qu'elle a pu vous apporter des éléments de connaissance, et qu'elle vous permettra d'avoir plus d'arguments si vous aussi, vous êtes des chercheurs de vérité. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la supercherie de fond. Nous parlerons de l'état de droit, celui qui doit être garanti par les juges, et de bien d'autres choses. À la semaine prochaine. À bientôt sur une lecture, peu importe l'heure à laquelle vous m'écoutez.